Bonjour tout le monde, je me présente, c'est Dr Toumi, je suis maître assistante en gynécologie obstétrique à APH Polori. Je suis professeure d'Amen. D'abord, je la remercie infiniment de me faire accompagner avec elle là où elle part. Je remercie aussi professeur Fouroul, toutes les deux pour leur communication. Alors, j'en ai deux communications. La première d'ordre obstétrical, la deuxième c'est en gynécologie. Je vais faire ça rapidement parce qu'on est en retard de 2 heures. Donc, je commence par l'anémie et grossesse. C'est un thème qui est trop important. Je ne vous dis pas que c'est un motif de consultation parce qu'on ne vient pas consulter pour une anémie. Il n'y a pas une parturiente qui vient vous dire « Bonjour, j'ai une anémie ». D'accord ? Donc, le but de cette présentation, c'est de faire dépister ou de chercher, c'est nous qui devons chercher l'anémie chez toute patiente gestante. Donc, je commence une petite introduction. Cette pathologie qui est fréquente, heureusement qu'elle est de gravité variable, donc elle n'est pas aussi grave que d'autres pathologies. On trouve de 10 à 30% chez des femmes enceintes dans les pays développés et de 40 à 80% chez les pays en voie de développement. Sa fréquence est élevée surtout pour les anémies féréprives ou les anémies par carence en fer. Le but, je vous ai dit, c'est de faire diagnostiquer ou de dépister les patientes anémiques avant que cette anémie s'aggrave ou bien s'installe. Alors, l'OMS avait défini l'anémie durant la grossesse comme un taux d'hémoglobine qui est inférieur à 11 grammes par décilitre au premier et troisième trimestre et par une hémoglobine qui est inférieure à 10,5 au deuxième trimestre, hémoglobine qui chute inférieurement à 10 grammes par décilitre en postpartum. Donc là où l'intérêt du dépistage précoce s'impose. Donc, on va faire un petit rappel des modifications physiologiques durant la grossesse. Donc, on sait tous qu'il y a une hémodilution, ce qui va donner cette intention d'avoir une anémie. Donc, si vous voulez, ce n'est pas une anémie proprement dite, mais il y a au début, surtout au premier trimestre, une hémodilution physiologique et par conséquent, on va voir que l'hémoglobine est basse. Donc, les étiologies, on a dit que l'étiologie la plus fréquente, c'est l'anémie féréprive ou l'anémie par carence martiale. C'est la cause la plus fréquente et malheureusement souvent banalisée. Et puis on va avoir des dégâts qui sont point de non-retour. Elle est causée par un apport insuffisant en fer, donc alimentation qui est pauvre en fer, des vomissements gravidiques prolongés, les grossesses multiples, les grossesses rapprochées, les vomissements, comme j'ai dit, les adolescentes qui font beaucoup plus des anorexies alimentaires, les antécédents d'anémie, quel que soit le type d'anémie, surtout féréprive, et la géophagie qui consiste à l'ingestion de l'argile, ce qui va toucher à l'absorption intestinale du fer. Les autres anémies non féréprives, là j'ai abordé que l'anémie macrocytaire ou l'anémie qui est due à la carence en vitamine B9. Donc je n'ai pas abordé les anémies qui sont constitutionnelles, la bêta-thal et la drépanocytose, parce que la plupart des patientes, quand elles viennent en stade d'anémie chez les thalassémiques et les drépanocytaires, c'est déjà posé le diagnostic. Parce que la plupart de ces pathologies, de ces anémies constitutionnelles se diagnostiquent à un âge très jeune, surtout à l'âge de l'enfance, comme la drépanocytose. Donc l'anémie macrocytaire, la plus fréquente, c'est la carence en vitamine B9 ou bien les folates. C'est une anémie arégénérative et c'est le point annonciateur. Comment peut-on savoir que notre anémie est macrocytaire ou mégaloblastique par carence en vitamine B9? Quand on fait notre FNS, on va trouver un taux de réticulocytes qui est inférieur à 100 000. Donc c'est une anémie qui est chez 2 à 5% des femmes dans le monde, qui est due aussi à une diminution d'apport alimentaire, aux habitudes toxiques telles que le tabac, l'alcool et les grossesses aussi rapprochées. Les conséquences de la carence du fer ont des conséquences et sur la mère et sur le fœtus. Alors sur la mère, ça va donner beaucoup de problèmes qui ont une relation avec le manque d'oxygénation. On sait bien que l'hémoglobine est constituée de l'hème et de la globine qui va transporter l'oxygène. Si on a un manque de globine, c'est qu'on a systématiquement un manque d'oxygène. Un manque d'oxygène, c'est une fatigue tissulaire qui est importante dans le corps. On commence par le cerveau et on arrive jusqu'à la peau. Donc, excusez-moi.
Le fer, il intervient dans plusieurs métabolismes dans le corps. Donc, il intervient dans la synthèse de la myoglobine et de nombreuses enzymes qui vont donner un mécanisme d'oxydation cellulaire. Donc, absence de la myoglobine, absence de cette oxydation, donc absence d'oxygénation. Bon, diminution de l'oxygénation. Ce qui va diminuer aussi, c'est la diminution de la puissance immunitaire ou immunologique de l'organisme et par conséquent avoir de plusieurs infections à répétition. C'est pour cela que la plupart des patientes anémiques font des infections à répétition et on ne sait pas pourquoi. On se dit, elle fait une infection comme ça, elle ne répond pas au traitement, c'est une infection récidivante pour rien. Quand on fait une FNS qui n'est pas symptomatique, l'anémie, on trouve une anémie, donc c'est dû à ça. Parmi les causes, j'en ai pas parlé, de l'infection, de l'anémie féréprive, c'est les maladies parasitaires ou les infections parasitaires. Pourquoi? Parce que les parasites au niveau intestinal, ça empêche l'absorption du fer et par conséquent une anémie et après les dégâts de la manque d'oxygénation. Donc la carence martiale augmente le nombre de mitoses et c'est pour ça qu'on a une anémie qui est microcytaire, donc le volume globulaire moyen, qui est inférieur à 80 mg. Les conséquences sur le fœtus, vous allez vous dire pourquoi on a des conséquences sur le fœtus. C'est une anémie maternelle, donc ça rejoint toujours le point de départ, le manque d'oxygénation. Quand la maman manque d'oxygénation, automatiquement l'oxygène va manquer chez le fœtus, donc il va être mal nourri durant toute sa grossesse ou durant toute sa vie intra-utérine. Donc s'il est mal nourri, il ne va pas se développer normalement, ni sur le plan cérébral, ni sur le plan de son développement. Donc on aura des retards de croissance intra-utérin. On aura des hypotrophies des bébés qui sont de petits poids. Un bébé qui est censé d'être né à 3,5 kg ou 600, il va être né à 1,1 kg ou 1,9 kg. Pourquoi? Parce qu'il était mal nourri. Donc ça explique pourquoi. Aussi, l'augmentation de la mortalité périnatale par des asphyxies, donc c'est le manque d'oxygène, et la fragilité qui est liée aux infections parce que le système immunitaire du fœtus est aussi altéré. Je n'ai pas parlé de l'HRP et de l'RPM, c'est aussi dû au manque d'oxygène, donc ça va causer des contractions ou bien une menace d'accouchement prématuré. Ces contractions-là vont provoquer le décollement du placenta et par conséquent une mort in utero. Donc le diagnostic de l'anémie, je pense que son diagnostic c'est le plus facile en médecine. Une anémie, c'est très facile à la diagnostiquer, même si je n'ai pas de labo, même si je n'ai pas d'FNS, juste en regardant la patiente, même si je ne connais pas regarder la patiente, je vais lui demander de me montrer au moins sa pente de main ou bien la pente du pied. Donc si je vois qu'il y a une petite pâleur palmoplantaire par rapport à ma coloration, moi, parce que je sais que je ne suis pas anémique, là j'évoque le diagnostic d'une anémie. Donc sévère, non sévère, on va voir d'autres signes cliniques. Donc c'est le plus facile. Au fin fond d'un village, toute femme peut être diagnostiquée d'une anémie. Ce n'est pas aussi difficile. Donc on n'est pas pardonné si on passe à côté d'une anémie. Donc on a un syndrome anémique. Sa tolérance dépend de son importance. Donc je vous donne 2 points clés pour diagnostiquer ou pour poser la sévérité d'une anémie. S'il vous plaît, ne regardez pas le chiffre. Ce n'est pas le chiffre de l'hémoglobine qui va vous dire qu'elle fait une anémie sévère ou non, mais son état clinique. Si ma patiente présente une anémie à 10 ou à 9, vous allez vous dire c'est normal, c'est pas très méchant, mais si elle fait une tachypnée ou bien une polypnée avec une tachycardie, c'est qu'elle fait une anémie intolérance, même si le chiffre n'est pas aussi sévère. Donc, on va prendre la fréquence respiratoire de ma patiente. Si elle dépasse les 26, c'est qu'elle fait une polypnée. Donc, même si elle a une hémoglobine à 10, elle fait une anémie qui est décompensée. Je prends la fréquence cardiaque. Si ça dépasse les 80 ou 90, c'est une anémie sévère. Donc, je ne regarde jamais le chiffre. Je pense qu'il y en a beaucoup d'externes ou d'internes qui sont là. C'est vous qui allez prendre le relais dans les pavillons d'urgence d'ici 2 ans, quand je dis à chaque fois à mes internes ou externes. Quand vous faites vos examens, ne regardez pas seulement, il faut toujours prendre la fréquence respiratoire et la fréquence cardiaque de la patiente. Parfois, en rentrant à la salle d'examen, elle-même, elle va vous dire « Bonjour, j'ai de la polypnée », sans même le prononcer. Vous allez le voir vous-même. Alors, les signes évocateurs, on a dit une pâleur cutanéo-muqueuse, une asthénie, une palpitation. Pourquoi la palpitation?
parce qu'il y a un manque d'oxygène. Donc la pompe cardiaque, elle va essayer de compenser le plus possible ce qu'il y a. Donc ça se manifeste par une palpitation, une dyspnée. Donc c'est le manque d'oxygène aussi qui va rendre que les poumons vont lutter. Les cheveux secs et cassants et qui chutent, avec les céphalées. Les céphalées parce qu'on a un manque d'oxygène qui arrive au niveau du cerveau, donc elle fait des vertiges et des céphalées. C'est pour cela qu'il y a des patientes, on nous dit j'ai toujours des céphalées, des migraines, céphalées, migraines. Elle n'est pas hypertendue, il n'y a aucune autre cause. Quand on demande une FNS, on va trouver une anémie. Je vous dis, même s'il y a un chiffre qui n'est pas inférieur à 10 ou à 9, donc, mais elle ne tolère pas. Quand elle ne tolère pas, c'est que c'est une anémie sévère intolérée. Alors, le diagnostic, je reste toujours dans le diagnostic, pardon. Donc, le volet biologique, c'est simple, on demande une formule numération sanguine qui va revenir en faveur d'une chute ou bien d'une baisse d'hémoglobine, comme j'ai dit, inférieure à 11 ou à 10 ou à 10,5, qui est microcytaire hypochrome. C'est facile, parfois c'est les FNS, bien c'est les biologistes qui calculent tout ça. Donc, vous allez trouver un VGM qui est inférieur à 80 avec une CCMH qui est inférieure à 120. Le premier signe qui reflète l'anémie ferriprive, que ce soit chez la gestante ou en dehors de la grossesse, c'est la ferritinémie. C'est la forme sous laquelle le fer se réserve. Donc une ferritinémie qui est basse ou qui est inférieure à 12 microgrammes, c'est en faveur d'une carence martiale. Donc pas la peine que je fasse une électrophorèse des protéines ou un autre examen. Alors j'ai aussi les coefficients de saturation de la transférine. La transférine, c'est l'hormone ou bien la protéine qui transporte la ferritine, qui transporte le fer. C'est comme le transporteur des hormones thyroïdiennes. Donc on a un coefficient qui est normalement égal à la ferritinémie fois 25. Si c'est inférieur à ça, c'est le deuxième coefficient, ou bien c'est le deuxième élément qui m'oriente vers une anémie ferriprive et surtout sévère. Donc là, c'est un tout petit tableau récapitulatif. J'ai une anémie microcytaire. Automatiquement, je vais penser à une carence en fer. Carence en fer n'est pas seulement une anémie ferriprive, mais il y a aussi les anémies inflammatoires. Donc, que dois-je faire? Dosage simple de la ferritinémie. Donc, pas la peine que vous dosez le fer sérique, mais dosez la ferritinémie. Parce que je vois qu'il y a des gens qui commencent par le fer. Donc, quand ils trouvent le fer diminué, ils vont doser aussi la ferritinémie. Donc, on peut aller directement vers le dosage de la ferritinémie sans passer par le fer. D'accord? Donc, une ferritinémie basse, c'est en faveur d'une anémie ferriprive. Une ferritinémie qui est normale, c'est un syndrome inflammatoire, c'est une anémie inflammatoire qu'on peut traiter médicalement sans problème. Alors, traitement de l'anémie gravidique. C'est un traitement qui est simple, mais par contre, il y a un gros problème, c'est qu'on voit la plupart des médecins vont vers la transfusion. Donc, je laisse la transfusion en dernier. La transfusion n'est pas un gâteau qu'on donne comme ça facilement. C'est un corps étranger qu'on injecte à l'intérieur de l'organisme. Ce corps étranger peut nous provoquer beaucoup de problèmes, même si ce n'est pas sur le coup. Plus tard, je pourrais avoir des problèmes chez une patiente que j'ai transfusée à 20 ans, 10 ans. On commence toujours par des mesures d'hygiène ou avec une prophylaxie alimentaire. Donc, il faut équilibrer son alimentation. Il faut éviter ou éliminer les habitudes toxiques telles que la caféine et le thé. Il faut prendre beaucoup de la vitamine C pour booster l'absorption du fer. Il faut surtout dépister l'anémie chez toute gestante par un simple geste, demander une FNS au premier trimestre. Chaque patiente qui vient chez vous pour une aménorrhée avec bêta-HCG positif, donc c'est une grossesse, là on doit demander que ça soit évolutif, non évolutif, on s'en fout, mais il faut qu'on demande un petit geste qui est l'FNS pour dépister l'anémie. Le deuxième traitement, bien le deuxième volet, c'est le traitement médical. Donc on a deux traitements, c'est le traitement par les sulfates ferreux. Donc il faut donner toujours le fer ferreux. Pourquoi? Parce que c'est la forme du fer qui est absorbée au niveau intestinal. Les autres formes ne sont pas absorbées. D'accord? Le deuxième point dont je vois beaucoup de gens oublient, c'est de donner un traitement B9 associé
on ne donne jamais un traitement du fer seulement, mais il faut associer toujours un traitement avec les folates. Donc, pour un traitement, pour un but préventif, je commence par 100 mg jour avec 5 mg de folate, et puis c'est selon ma sévérité. Si c'est une anémie modérée, je donne 2 comprimés jour avec 10 mg de folate, et puis c'est selon la sévérité que j'augmente les doses. Le troisième palier, c'est le traitement par voie intraveineuse. Là, c'est quand on a une intolérance ou bien quand on est serré dans le temps. Donc, si j'ai une patiente qui vient à 35 semaines avec 6 d'anémie ou bien 8 d'anémie, c'est vrai que c'est toléré, mais la patiente va accoucher au maximum dans 4 semaines. Je ne peux pas lui donner un traitement Péros. D'abord parce que je ne sais pas si ça va donner des résultats, puis je suis serrée. Donc là, on propose le traitement injectable. Là, je vous ai donné le nom, c'est le Venofer. Son protocole, c'est de faire 3 ampoules de 100 mg à renouveler dans 48 heures. S'assurer du résultat, c'est pas sur le coup, mais dans 10 jours. Pourquoi? Parce que la crise réticulocytaire se fait dans 10 jours. Mais je vous assure, ça donne vraiment un très bon résultat, surtout chez les patientes qui ne peuvent pas prendre un traitement Péros. Le troisième volet, c'est la transfusion. Alors, la transfusion, il faut vraiment la discuter. C'est pas toute patiente qui présente une anémie, je la transfuse. Donc, je vous donne un exemple. Si j'ai une patiente qui a 6 d'hémoglobine, mais qui tolère bien et qui ne fait pas une polypnée ou une tachypnée, qui ne fait pas une tachycardie sévère, c'est pas la peine que je la transfuse. C'est vrai que théoriquement, la transfusion est indiquée si on a une hémoglobine inférieure à 8. Mais ce n'est pas le cas. Il faut voir l'état de la patiente. Il faut voir sa tolérance, si elle tolère son anémie ou non. Il y a des patientes qui ont 10 d'hémoglobine, mais elles ne tolèrent pas. Là, je la transfuse. Des patientes qui ont 6 d'hémoglobine, mais elles tolèrent. Là, je ne transfuse pas, mais je donne directement du fer intraveineux ou bien parfois même du fer Péros, tant qu'elle tolère bien. Très bien. Donc, vous avez une patiente en postpartum ou en post-césarienne ou en post quoi que ce soit hémorragie qui saigne. Ben, je vous prie, s'il vous plaît, ne regardez pas l'hémoglobine pour dire si ma patiente fait vraiment un choc hémorragique, mais vous regardez l'hématocrite. Ma patiente saigne, elle était à 13 d'hémoglobine, elle a saigné, j'envoie une FNS, elle revient à 9. Je me dis, c'est rien. 9, c'est rien, c'est tolérable quand même. On peut tous tolérer le 9 d'hémoglobine. Mais non, quand je regarde mon hématocrite qui a chuté de plus de 25%, c'est que ma patiente a fait un choc hémorragique et par conséquent, je dois la transfuser. Et c'est là où je décide si je transfuse ou pas, c'est pas sur l'hémoglobine. Donc en conclusion, l'anémie est fréquente au cours de la grossesse. Son premier traitement, c'est son dépistage et sa prévention. La carence martiale, c'est l'étiologie la plus fréquente. Elle est souvent préexistante à la grossesse. C'est pour cela qu'il faut donner la numération de formule sanguine à la première consultation. En pratique, il est nécessaire d'établir un consensus dans chaque établissement, quoique l'Organisation mondiale de la santé a systématisé le traitement martial pour toutes les patientes, pour toutes les gestantes. Merci. D'accord, je vais faire vite.